On repart, les amis. Alors, on repart. Alors, évidemment, je lui ai demandé l'autorisation avant de le dire, hein, mais c'est une coïncidence de dingue, Laurent Lévy. Il se trouve que Emmanuel Comte, donc, qui était là, à votre place, il y a encore 3 secondes, sa jambe, en fait, c'est sa jambe. Vous lui avez sauvé sa jambe, en fait. Donc, victime d'un cancer de la jambe. Il risquait l'amputation. Et c'est le procédé de Nanobiotics qui a permis de guérir en partie son cancer. Enfin, mais ça doit être... il y a combien aujourd'hui, parce que vous êtes en phase de... Enfin, on va raconter tout ce que fait Nanobiotics, etc. Et puis mais il y a combien de patients qui ont reçu... Plusieurs centaines de patients à travers le monde, oui. C'est ça. Mais enfin, ça fait quand même que plusieurs centaines. Oui, ça prend du temps, les innovations. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, vous avez des remontées, vous avez des histoires, vous avez des témoignages, vous avez tout ça Oui, bien sûr, on commence à en avoir beaucoup, des gens qui ont été traités avec notre produit, avec d'autres produits aussi, et pour qui on a impacté leur vie, c'est toujours agréable et ça fait du bien, quoi. Ça change. Alors, vous êtes très à plat, hein, j'ai remarqué, mais enfin, c'est pas agréable, c'est bouleversant, non? Le gars, il est là, il marche, enfin, bon, après, on fait des très bonnes prothèses, mais enfin, moi, je trouve que c'est extraordinaire, quoi. D'incarner comme ça la science et l'avancée scientifique. Voilà. Ouais. Franchement, il n'y a pas d'autre job pour moi que de changer le monde tous les jours, quoi. Alors, Nanobiotics, je vais me permettre, presque mal nommé, parce que c'est pas une biotech, et c'est là où il y a un peu de confusion quand on regarde ce que vous faites, qui est quand même assez complexe. C'est plus une medtech. C'est un objet, même si c'est un objet minuscule, mais c'est une série d'objets que vous injectez dans les tumeurs cancéreuses, pour qu'ensuite... En fait, la biologie fasse son travail. On est vraiment à l'interface de toutes les sciences, à l'interface de la biotech, de la medtech. On amène des petits objets qui vont aller dans la cellule et qui vont changer toute la biologie de la cellule en la détruisant de façon bien spécifique. Donc c'est un peu comme d'amener les petits robots à l'intérieur d'une cellule, sauf qu'on n'est pas les robots, on est des choses beaucoup plus simples mais qui marchent. Et voilà, on s'est mis à l'interface de toutes ces sciences pour créer des solutions innovantes et disruptives cette fois. Alors, nanoparticules, c'est quelle taille ? Alors, il y a plein de nanos, hein, mais nano, c'est tout petit. Hein. Si vous prenez une taille de 50 nanomètres à peu près, vous prenez le diamètre d'un cheveu, vous le coupez en 3000 et ça vous donne à peu près la taille, quoi. Donc, c'est vraiment petit. Ça, c'est sont des cônes multifaces ? Ouais, ce sont des cristaux, comme des nanocristaux. Voilà, ça fait des petites sphères qui sont fabriquées avec un procédé bien particulier pour pouvoir les amener après en contact avec les hommes. Et donc, vous prenez un cheveu, vous le... Non, ça, c'est la taille. Hein. On coupe les cheveux. Oui, mais... couper les cheveux en 4, couper les cheveux en 3000, c'est dire si ça prend du temps. Et donc, l'injection... Enfin, comment ça se passe? Donc, c'est l'injection dans la tumeur cancéreuse? C'est ça. Oui, on injecte ce produit directement à l'intérieur de la tumeur, comme ça on maximise... Comme on fait une biopsie, quoi. On rentre dedans, clac, on met votre C'est à peu près ça. Produit. Pour la plupart des cas, on utilise le même chemin que la biopsie pour amener ce produit à l'intérieur de la tumeur. Et après? Après, le patient reçoit une radiothérapie, tout ce qu'il y a de plus normal. Ces particules à l'intérieur de la tumeur vont absorber l'énergie de la radiation et délivrer à l'intérieur de la cellule une quantité d'énergie suffisante pour la détruire plus efficacement. C'est ça. Donc on a quelque chose qui est vraiment universel, hein. C'est vraiment notre approche. On peut dire que ça concentre finalement la puissance de la radiothérapie? Et donc ça absorbe beaucoup plus les rayons de la radiothérapie. Et donc ça permet... Ça permet plein de choses. Oui, mais c'est toujours le sujet de la radiothérapie, c'est-à-dire c'est mourir guéri, quoi, d'une certaine manière. Non, pas du tout. Non, attendez, la radiothérapie, c'est quand même 60% de tous les patients qui ont un cancer reçoivent de la radiothérapie. Donc c'est une technologie très très utilisée parce qu'elle est très efficace, mais elle a quand même certaines limitations. Nous, on s'attaque à plusieurs aspects de la radiothérapie. D'abord, tous les patients qui ont besoin d'une meilleure radiothérapie pour être mieux soignés, pour être mieux guéris. Et là, il y a quand même beaucoup de patients qui sont concernés par ça, et c'est la plupart de nos essais cliniques. Et puis il y a tous ceux qui sont guéris aussi avec la radiothérapie, mais qui ont quand même un certain nombre d'effets secondaires importants, pour qui on voudrait réduire les effets secondaires. C'est ça. Donc on peut virtuellement attaquer ou aider tous les patients qui ont une radiothérapie, ce qui représente un nombre de patients gigantesque. Et ce que vous étiez en train de dire avant que je coupe la parole, c'est qu'en fait, là on parle des tumeurs cancéreuses, mais finalement toutes les tumeurs, d'une manière ou d'une autre, peuvent être concernées par votre procédé aujourd'hui. Alors les tumeurs cancéreuses, c'est un pléonasme, hein, mais on a... Pourquoi il y a des tumeurs bénignes quand même? Oui, mais celles-là, on ne les attaque pas avec la radiothérapie en général. Voilà, oui, tout à fait. En tout cas, celles qu'on attaque avec la radiothérapie, généralement, elles sont suffisamment méchantes pour pouvoir les attaquer avec la radiothérapie. Bon, la chirurgie sert à opérer aussi d'autres tumeurs non malignes. Mais disons que notre cœur de métier, ou en tout cas ce qu'on fait avec ce produit, c'est vraiment d'aider ces millions de patients, c'est notre objectif, qui reçoivent de la radiothérapie pour mieux traiter leur cancer. Ouais.
Et on pense vraiment pouvoir changer la donne avec ça. Et alors, vous dites, vous vous concentrez d'abord sur ce que vous appelez cancer tête-cou, donc on voit bien. Voilà. Pourquoi se concentrer sur cette spécificité? Et surtout, ce que je n'ai pas bien compris, c'est en quoi est-ce que votre procédé est différent? Quand vous dites je me concentre sur cancer tête-cou, qu'est-ce que ça change par rapport à un cancer du foie, le cancer de la jambe Alors ça change rien. On a plusieurs essais cliniques dans le poumon, dans les cancers tête et cou, etc., pancréas. Mais quand on dit qu'on s'attaque à ce cancer-là en particulier, c'est qu'on met nos efforts industriels pour avancer dans ce cancer-là. Et c'est une sous-partie des patients qui ont un cancer tête et cou pour qui, vous voyez, quand on a une grosse tumeur ici qui commence à envahir cette zone-là, si on n'arrive pas à la contrôler, eh bien le patient va potentiellement mourir de l'invasion locale de la tumeur. Bien sûr. Donc notre idée, c'est de pouvoir la détruire suffisamment pour augmenter la qualité de vie et la survie des patients. Mais vos essais cliniques et votre étude, c'est que certaines parties du corps pourraient réagir différemment? Il faut faire des essais cliniques voilà, c'est ça. Pour chaque cancer, techniquement, ou pour chaque typologie de cancer, parce qu'on ne peut pas prédire que chaque cancer va réagir exactement de la même façon au produit. Donc on est obligé de déterminer une certaine population de patients qu'on veut aider. On fait un essai clinique pour montrer qu'on a des bénéfices pour ces patients, et après on enregistre le produit pour l'amener sur le marché. Donc il faut quand même y aller de façon séquentielle. Laurent, si vous êtes là, outre le fait de rencontrer quelqu'un à qui vous avez sauvé la jambe, c'est que donc, avant la fin de l'année, là, vous êtes introduit au Nasdaq aux États-Unis. Alors, c'est un sujet très... Alors, d'abord, le Nasdaq est aujourd'hui indispensable quand on a une vision mondiale comme vous l'avez? Oui, enfin d'abord, je veux juste dire un truc, c'est pas moi qui ai sauvé sa jambe, hein. C'est une équipe de médecins qui, avec notre produit et d'autres technologies, ont permis de soigner cette personne. Donc, si on a aidé, on est très content, mais on n'est pas seul à le faire. Ouais, tout à fait. Bon, pour revenir sur le Nasdaq, c'est quelque chose d'assez essentiel pour toutes les biotech ou toutes les entreprises tech qui ont un peu de vision mondiale et qui veulent vraiment changer la donne. À un moment donné, on est obligé de passer par le marché américain. Ça représente quelque chose d'assez important, surtout en santé. Et là, on trouve beaucoup d'investisseurs qui ont des poches profondes, qui peuvent nous accompagner sur 10 ans ou plus, et qui ont la perspective de créer de vraies industries, et de grandes industries qui pourraient rivaliser avec les Pfizer, les Genentech, de ce monde. Et nous, c'est juste une question de temps, nous, Français, parce que je regardais l'année sur le secteur des biotech, en fait, l'année dernière, elle est assez contrastée parce qu'on a quand même un record historique de valorisation finalement l'année dernière sur les biotech. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vous ai déjà entendu dire, finalement, c'est juste une question de temps. C'est ça. On a démarré plus tard. Donc on y arrivera plus tard. Et donc on y arrivera plus tard. Mais pour vous, il n'y a pas de fatalité? Non. Il faut un certain temps pour développer un secteur. Après, il y a une notion de taille de marché. Aux États-Unis, le nombre de patients, ou le potentiel, ou le nombre de personnes qui vivent aux États-Unis font que le marché aux États-Unis est important en volume et en taille. Au-dessus, quand on regarde l'Europe, si on crée une vraie Europe économique, j'entends, alors on peut rivaliser avec les États-Unis et on pourra créer un écosystème aussi fort. Mais ça ouvre d'autres questions. Ça ouvre d'autres questions, tant sur les systèmes de santé que sur les systèmes boursiers. Mais enfin, j'entends beaucoup des gens comme vous dire, un Nasdaq européen serait par exemple sans doute quelque chose de très très utile pour continuer à garder en Europe les innovations les plus prometteuses pour notre donc les deux ne sont pas incompatibles. Oui. Il faut créer quelque chose, il faut créer une économie de marché qui soit réelle, et pas segmentée. Alors je ne sais pas si ça vous intéresse, si vous avez regardé ça. Moi je suis très frappé de l'histoire de Stéphane Bancel et de Moderna. Donc, enfin, on l'a fait très courte, je pense que vous la connaissez tous. Moi, je le connaissais très bien, Stéphane Bancel, quand il dirigeait Biomérieux. Donc, c'est-à-dire qu'on avait quand même le DG d'un grand laboratoire qui avait des trucs plein sa tête et qui a dû aller à Boston pour le faire. Et pour le faire, on sait maintenant avec quel succès. Moi, ça m'inquiète un peu, mais justement, je voulais votre avis là-dessus, Laurent. Ouais, c'est vrai que si on regarde aujourd'hui, on prend une image de 2020 ou 2021, on se dit il vaut mieux être aux États-Unis pour développer sa biotech. Mais il y a plein de choses qui se passent ici qui sont bien. On a une bonne science, on a des bons financements amont, on pêche un peu sur la fin pour aller sur le marché, etc. Mais on va y arriver petit à petit. Il suffit d'un ou deux bons succès et l'économie va se structurer. Et en attendant, les biotech qui veulent réussir devront aussi aller aux États-Unis, mais ça fait partie de la vie. On pêche un peu. On me parle, moi, d'un parcours du combattant pour aller sur le marché quand on est dans des dispositifs. C'est normal. Parce que... Il est positif, Laurent. Non, mais enfin, on développe aussi des choses qui sont complexes et qui vont aller à l'intérieur de. C'est normal, je ne sais pas si c'est normal. Du temps. Enfin, je crois que ça s'appelle Fast Track. Les programmes Fast Track aux États-Unis, je crois que le monde entier est quand même ravi qu'ils aient existé pour mettre au point les vaccins. Là,
On est d'accord quand même. Mais nous, on a reçu une désignation Fast Track aussi aux États-Unis. Parce que c'est pas qu'on est en France. Mais oui, on aux va États-Unis. développer aux États-Unis. Mais je voudrais que vous ayez une désignation Fast Track en France. Oui, ça pourrait aider. Oui. Vous êtes physicien. Hein, Oui, de formation. Oui. de formation. C'est-à-dire que c'est une idée physique, finalement. Les cristaux, j'imagine, enfin, je vais dire des nanoparticules, des nanocristaux. Oui. Non, je vais dire des énormités, mais enfin, c'est la lumière sur les cristaux, la concentration, bref. Il a fallu longtemps quand même pour avoir une... Enfin, combien de temps est-ce qu'il a fallu pour que vous vous disiez « Ouais, ok, en fait, j'ai eu raison ». On verra. Vous n'êtes pas encore sûr, là? Si, on y est, là. Ah, vous y êtes. Si, on y est. Non, mais ce que je veux dire, c'est... L'idée qu'on a développée depuis longtemps, quand je finissais ma thèse en tant que physicien sur les nanotechnologies, c'est quelque chose d'assez innovant à l'époque. Et il y avait quelques labos dans le monde qui se faisaient la course sur ces approches-là. Mais plutôt que d'aller vers la nanoélectronique, j'ai décidé de bifurquer vers la bio et d'essayer de trouver comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour soigner les gens, pour tuer les tumeurs, etc. Donc cette idée, elle date d'il y a 20 ans et quelques. Quoi. Maintenant, on a commencé la société il y a 17 ans. On a commencé le développement de cette technologie en tant que telle au sein de Nano en 2007-2008. Donc il a fallu à peu près 10 ans entre l'idée au sein de Nano jusqu'à la première demande de mise sur le marché. Quand on y pense, c'est pas si long que ça. Hein. Il a fallu plus de 30 ans pour les inhibiteurs de point de contrôle, qui sont ces immunothérapies. Donc on est allé quand même relativement vite pour ça. Maintenant, là, tout ce qui va compter, là, c'est tout le déploiement industriel à travers le monde de ce que l'on fait là. Et ça, il y a un chiffre d'affaires aujourd'hui de... Non, pas encore. Non, mais voilà, c'est ça. Mais non, mais voilà, je voulais que tout le monde ait conscience de ça, de ce que ça représente biotech. Comme investissement et temps, quoi. Voilà, c'est clair. 17 ans, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Et donc ça veut dire aussi qu'il y a des structures qui vous font confiance, il y a des gens qui financent tout ça, voilà. Et vous parliez de Moderna tout à l'heure, on a des investisseurs qui sont rentrés au moment de l'IPO, qui sont des fonds souverains comme Baillie Gifford, qui sont des investisseurs de référence de Moderna. Il y a aussi Invus ou Perceptive, qui sont des investisseurs de la biotech très connus. Donc on arrive aujourd'hui à attirer plein de gens qui vont nous aider sur des dizaines d'années, quoi, on l'espère. Mais ça doit être un sacré cheminement quand même. Voilà. On s'amuse tous les jours. On s'amuse tous les jours. Merci Laurent. Je vous en prie. Laurent Lévy était avec nous sur Bismart.